Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour déjà le numéro 40 du Manceau Catch. Bah oui, le temps passe vite et ça fait plaisir de vous retrouver après 4 semaines d'absence, hein, évidemment, avec forcément cette longue période sans pay-per-view. C'est un peu la particularité, hein, lorsque WrestleMania arrive. Hein, maintenant, on a plus de pay-per-view après Chamber, donc ça fait long, et on verra justement que ce long laps de temps a eu ses avantages, mais aussi surtout ses inconvénients dans le cadre de la Road to WrestleMania, puisque ça fait 4 semaines maintenant que le Chamber est passé, et que forcément on a 7 semaines au total pour vraiment construire ces matchs du mieux possible, construire sa carte surtout, et je pense qu'au bout de 4 semaines sur 7, il y avait déjà de quoi faire un premier bilan. Et puis de toute façon, je voulais pas attendre 2 semaines de plus pour faire ce Manceau Catch, parce que déjà en plus par rapport à mes top 5, bon, ça aurait fait un peu trop long. Genre, justement, moi, j'essaye de rester comme sur un format plutôt mensuel. Donc, je voulais pas aller trop loin non plus. Et puis, de toute façon, je prévois de faire une vidéo pronostic de WrestleMania. Donc, ce ne sera pas un Manceau Catch, mais ce sera une vidéo 100% prono. Il y aura déjà de quoi faire, hein, forcément, avec tous les matchs qu'il y aura. Donc, ça, on en reparlera le moment venu. Je referai un petit rappel de toute façon en fin de vidéo. Donc, je m'étais demandé, à part le top 5, de quoi je pouvais parler dans ce Manceau Catch, hein, what you wanna talk about, je me suis dit, pourquoi pas parler de cette Road to WrestleMania, puisque il y a quand même eu déjà pas mal de choses, et puis faire déjà un premier bilan, puisqu'on a passé maintenant la moitié, hein, puisque si on considère que la Road to WrestleMania, on va dire, elle est après le Chamber, parce qu'évidemment, il y a eu aussi quand même une période avant, avec le Royal Rumble, tout ça. Mais là, je vais surtout m'attarder sur ce qui s'est passé après le Chamber. Et force est de constater que globalement, je trouve que le bilan est pas fameux, voire décevant. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte de dire dans cette vignette Road to WrestleMania les raisons d'un échec. Car pour moi, globalement, on est sur un échec. J'expliquerai un peu plus pourquoi, bien sûr. Alors oui, le constat est pas génial. Maintenant, faut essayer quand même de rester optimiste. Il reste 3 semaines. Évidemment, je referai le bilan, hein, lorsqu'il faudra faire les pronos. Parce qu'il peut toujours, bien sûr, y avoir des évolutions. Même si pour certains matchs, je dirais que j'y crois plus. Et pour d'autres, j'ai encore un peu d'espoir. Voilà, on va dire ça. Et puis il y a aussi tous ces matchs qui n'ont pas été officialisés. On va dire, on sent plus ou moins qu'il y a quelque chose qui se trame, mais ça reste un peu flou parce qu'il y a plusieurs options possibles. Match 1 contre 1, match à plusieurs. Enfin, vous voyez tout ce qui est titre mid-card notamment, titre tag. Voilà, là c'est un peu, on sent plus ou moins les choses venir. Bon, donc il y a une construction, on va dire, mais il va falloir attendre avant de faire un bilan là-dessus, quoi. Et puis il y en a qui sont un peu plus gravés dans le marbre ou quasiment. Là aussi on pourra en parler. Il y aura peut-être plus de choses intéressantes à dire. Mais je vais pas parler de tout, bien sûr, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Je vais surtout m'attarder sur les matchs qui ont été officialisés, notamment les 5 matchs principaux. Le 6e, j'en parlerai pas, parce que c'est Orton contre Owens, parce que celui-là, j'ai pas envie de frapper, j'ai pas envie de cogner dessus, parce que voilà, c'est du build-up, on va dire, au long cours. Il y a eu des absences, hein, notamment d'Orton, forcément ça n'a pas aidé. Mais c'est pas le genre de match que j'ai envie de critiquer, ou de construction que j'ai envie de critiquer. On est loin d'être dans le pire, on va dire. Mais par contre, sur tous les autres matchs, il y a des choses à dire et à redire surtout, mais il y a 2 catégories, je dirais, de construction dans les 5 matchs, les 5 autres matchs, donc les 5 matchs qui sont quand même les matchs phares, hein, de Mania. Il y a deux catégories, je dirais. Et donc, j'ai un peu passé en revue les 5 matchs et un peu parler de chacun d'entre eux. Donc, je dirais qu'il y a les matchs
Je ferai une petite métaphore, on va dire, sur par rapport, je dirais, à la tartine ou à la biscotte. Vous allez comprendre, où il y a une catégorie de match où, en gros, on n'a pas beaucoup de confiture qui reste au fond du pot, mais on a une énorme biscotte. Et le problème, c'est qu'on va essayer quand même d'étaler un max de confiture sur notre énorme biscotte en nous disant, bah en fait, non, mais vous inquiétez pas, vous aurez assez de confiture et vous allez bien pouvoir la savourer, cette biscotte. Bah non, en réalité non, mais voilà, vous allez voir qu'il y en a, j'en ai relevé 2 comme ça. Et à l'inverse, on serait une deuxième catégorie où on est plutôt sur, je dirais, toujours cette énorme biscotte, mais par contre, un pot de confiture qui est quand même bien rempli, bien rempli, mais là, on prend son temps, et là, on nous dit, en fait, chaque semaine, je vais prendre mon couteau et je vais récupérer, allez, un petit bout de confiture, et je vais le mettre là, dans le petit coin, là, le petit coin de ma biscotte. Et puis la semaine suivante, je vais remettre un petit coup de couteau au fond de mon pot, et je vais en remettre un petit morceau là, juste sur l'autre coin là. Et ainsi de suite, jusqu'à la remplir totalement. Sauf que ça prend trop de temps, et on aimerait bien que cette biscotte soit complètement recouverte de confiture. Et donc là, c'est plutôt notre patience qui est mise à rude épreuve. Donc c'est complètement l'inverse. Et voilà, pour rester sur cette métaphore-là, donc du coup, voilà, j'ai ces 2 catégories qui ressortent. Donc lorsque je regarde les build-up des 5 principaux matchs de Mania. Donc on va déjà commencer, on va dire, plus par la catégorie, je dirais donc, avec peu de confiture et donc notre énorme biscotte. En gros, les choses ont été dites, c'est-à-dire les choses ont été dites assez tôt, et en fait, il n'y a plus rien à raconter et on s'emmerde. Et du coup, on fait un booking de répétition. Voilà un peu, et un build-up de répétition. Je commence par Gunther contre Jey Uso. Gunther contre Jey Uso, voilà. L'image est un peu parlante d'ailleurs, parce que c'est un peu toujours la même chose chaque semaine. C'est-à-dire, on voit un Gunther qui attaque Jey Uso, quoi. Voilà, après un match. Il lui porte sa sleeper hold. Et puis, voilà, et ça continue chaque semaine. Et il n'y a finalement pas beaucoup de dialogue. Très peu, on voit Jey Uso qui fait ses entrées, voilà, il célèbre avec le public, ça fonctionne toujours. On a un Gunther qui lui fait ses trucs de son côté, il est arrogant comme d'habitude, voilà. Et là, ils ont essayé de nous construire un Jey un peu dans le doute, un peu, voilà. Je sais pas si je vais y arriver, je suis pas capable. Gunther, il m'a battu à chaque fois. Et puis là, on commence à introduire Jimmy. Ce qui n'est pas inintéressant, mais je trouve que ça arrive un peu tard. Oui, alors oui, il y a eu cette baffe. Bon, on en a fait des caisses sur cette baffe, qui était belle, mais bon, elle était sympa. Mais maintenant, si on veut vraiment que ça fonctionne bien, et là, maintenant, le match entre Jimmy et Gunther lors du Raw de demain, il faut absolument, pour moi, il n'y a pas de choix possible. Il faut absolument que Jimmy se fasse défoncer. Absolument. Parce que si c'est pas ça, ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe si c'était pas ça. Il faut absolument que Jimmy se fasse défoncer, avoir un Jey qui se réveille, quoi, qui retrouve sa flamme et qui peut-être passe à l'ultra instinct, parce que là, il est dans le doute. Alors, je pense que de ce que moi je comprends, il y a eu un premier botch lorsqu'il a fait son Top Icon Hero, je crois à Bruxelles. Il nous a fait une top dollar, si on peut dire. Là, je pense que c'était un vrai botch. Et par contre, la glissade qu'il a faite une semaine après, à Glasgow, je pense que là, pour le coup, c'était fait exprès. Et j'ai l'impression qu'ils ont rebondi sur le vrai botch d'une semaine, qui avait eu une semaine auparavant, pour faire un faux botch avec cette glissade là où il peut pas faire son spear, pour essayer de dire, vous voyez, il commet des erreurs. Il est pas dedans, il est perturbé, Jey Uso, là, il a un problème de confiance en lui. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de... Alors, si c'est ça, c'est plutôt bien joué, d'avoir
rebondit sur ce botch, de ce vrai botch, bon, pour faire un faux botch et puis se dire à continuer à raconter ce truc avec un Jay qui doute. Les échanges avec son frère qui essaie de le rebooster et donc la gifle qui est arrivée juste derrière. Ça, pourquoi pas. Mais on sent voilà que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup il y a pratiquement pas d'interaction entre Jay et Gunther, je dirais, au micro, puisque on s'était déjà raconté les choses bien avant Mania, encore bien avant même le Chamber, et puisqu'ils se sont déjà affrontés à plusieurs reprises, il y a eu ce combat de Saturday Night Main Event, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc les mots, ils ont déjà été échangés, et c'est ça le problème, c'est que comme le match, on l'a déjà eu plusieurs fois, bon, il n'y a pas ce côté un peu inédit, qui pourrait donner un peu plus de hype et d'intrigue pour Mania, parce que c'est un match qu'on a déjà vu, et puis toujours à sens unique au niveau du résultat. Et donc voilà, on a cette histoire de Jay qui doute. Voilà. Donc, si on veut donner un petit peu plus d'intérêt, oui, j'aimerais bien que, et pour essayer de sauver la mise, c'est d'avoir au moins un Jimmy qui se fasse défoncer par Gunther, et un Jay ça y est, qui retrouve cette flamme là. Un peu comme voilà un Ivan Drago qui tue carrément Apollo Creed, et puis là un Stallone, un Rocky qui va essayer de venger alors c'est pas son frère, mais c'est tout comme pour essayer de vaincre la bête, quoi, et qui va se mettre en mode guerrier. Ça aurait pu être d'ailleurs une construction à faire bien avant. Bon, s'il avait défoncé Jimmy bien avant. Bon, ils sont pas passés par là, ils sont pas passés par cette issue-là, et c'est peut-être dommage d'ailleurs. Mais aussi, ce qui m'embête, je suis pas le seul à le dire, c'est qu'effectivement, le titre poids lourd passe vraiment pour un titre mid-card dans ce build-up. Et là, quand on regarde tous les hommes en place, qui finalement qu'on a pu voir durant ce build-up, c'est quand même que des seconds couteaux. Que des seconds couteaux, là. Pourquoi est-ce qu'on a vu Alpha Academy? Pourquoi est-ce qu'on a vu Waller et Theory? Pourquoi est-ce qu'on a vu Axiom? Alors oui, c'était un petit cadeau en Espagne, mais toujours est-il que voilà, Axiom, il compte pour rien dans le main roster. Il vaut rien, il a aucune référence. C'est un second couteau, malgré tout le talent qu'il a. Et alors ils l'ont pas fait, mais ils auraient pu le faire. Et je comprends pas d'ailleurs, ça c'est aussi un grand coup de gueule, c'est la grosse déception de Glasgow. Pourquoi on n'a pas vu Joe Hendry pour être le partenaire mystère de Jey Uso? Pour moi, c'était évident. C'était sûr. Il n'y avait aucun suspense. Et là, on nous fait cette entrée complètement plate, même pas dans le public d'ailleurs. Jay qui arrive, et puis hop, derrière, dans son dos, là, Jimmy qui arrive, qui débarque comme ça. Aucune surprise, aucune annonce, aucun mystère, on va dire. Alors, ça sert à quoi en fait? Enfin, nous avoir teasé un partenaire mystère, c'est pour avoir Jimmy. Oui, ils n'ont pas catché ensemble depuis longtemps, mais en fait, on s'en fout. Enfin, on est à Glasgow. Mettez Joe Hendry. C'est con. C'est con. Alors, j'aurais critiqué de la même façon, en disant que c'était quand même, ça reste un second couteau. Même s'il est champion TNS, ça reste un second couteau. Désolé de le dire. Mais au moins, voilà, pour avoir un bon moment. Voilà, ça coûtait quoi? Bon, il était peut-être pas disponible, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et on n'a même pas eu McIntyre d'ailleurs. Bon, c'est un peu Glasgow, c'était vraiment pas bien du tout. Et puis en plus, le public était vraiment endormi. C'était le pire public, de très très loin, le pire public qu'on ait eu dans cette tournée européenne. Là, il n'y a pas de doute possible. Là, c'était vraiment pas terrible. Donc que des seconds couteaux et un titre qui paraît très secondaire finalement, ce titre poids lourd. Et c'est ça qui me chiffonne dans ce build-up, quoi. Ça c'est vraiment dommage. On va passer à un autre match qui pour moi est toujours dans cette première catégorie où de choses où on n'a rien à se dire. Et en fait, vivement qu'on arrive à Mania et qu'on passe à autre chose, parce que là c'est très, ça devient long. C'est Stratton contre Flair, malheureusement, où finalement ça repose pas sur grand chose, et il y a beaucoup de similitudes finalement avec le Gunther Jey Uso, c'est-à-dire que finalement en fait la façon dont ça a été amené d'ailleurs, comme Jay il dit à Gunther qu'il va le choisir lui pour Mania, voilà, parce qu'il s'est fait attaquer par Gunther, et puis hop, il dit je t'affronte à Mania, voilà, tu l'auras voulu. Et là c'est un peu facile, c'est un peu pareil, quoi. Flair qui arrive et
et qui choisit Stratton, c'était un peu comme arrivé comme un peu comme un cheveu sur la soupe quoi. C'était assez feignant je trouve dans la façon dont ça a été amené. Et ça passe aussi par des seconds couteaux. Je suis désolé là, Flair elle affronte du Bifab, elle affronte du Michin quoi. Dans un build-up, encore une fois pour un match de Mania pour le titre de championne du monde quoi. C'est pas pour moi c'est pas du Mania, c'est pas du ça a pas l'odeur de Mania, ça a pas le prestige de Mania. Quand bien même ce soit Charlotte Flair quoi. Et en plus bon ses prestations pour l'instant dans le ring c'est pas ouf. Donc j'espère qu'on va retrouver du grand Flair, qu'on retrouvera de la Flair qui a affronté 2 fois Rhea Ripley, la Flair qui a affronté Sasha Banks et Becky Lynch en triple threat. Voilà cette Flair là quoi. J'espère parce que là ouais je suis un peu dans le doute. Et oui le build-up il y a rien, pas grand chose à se dire. Oui, ils ont déjà dit l'essentiel dès le départ. En fait, c'est les ressemblances, le fait que Stratton, la comparaison avec Flair, qu'elle l'a toujours admiré, les backflips, un peu les mêmes moves flashy, les 2 blondes. Et puis voilà, en fait, finalement, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Hein. Il n'y avait pas grand chose à dire d'autre. Et c'est fini, en fait. C'est déjà fini à partir de là. D'ailleurs, alors la façon dont ils ont évacué Nia Jax de l'équation, je trouve ça quand même très étrange. Hein. Nia Jax a complètement disparu maintenant. Bon, je trouve ça un peu dur d'ailleurs pour elle. Bref, ça c'est autre chose. Mais ouais, il n'y a rien à se dire en fait. Il y a eu cette promo avec 2 écrans interposés, mais ça m'a pas donné plus envie de voir le match en fait. Cette confrontation où ils ont parlé un peu des mêmes choses, donc de cette comparaison entre les deux. Mais ouais, c'est creux. C'est creux. Et on passe par des seconds couteaux. C'est répétitif aussi, hein. On a vu aussi comme Gunther qui portait sa silver hold à Jey Uso à chaque fois. On a eu pareil, on a eu cette répétition d'attaque de Flair aussi sur une Stratton qui était déjà en difficulté. Bon, voilà, on a eu cette répétition là au moins, ça s'est un peu arrêté dernièrement. Mais ouais, c'est très faiblard, et en plus, c'est quand même le pire, c'est que, c'est que aussi bien du côté de Jey Uso que du côté de Charlotte Flair, on parle des 2 personnes qui ont gagné le Rumble, quoi. Donc on est sur 2 personnes qui ont gagné le Rumble, qui ont donc tout le momentum du monde et qui doivent nous montrer quand même davantage, en tout cas en termes de construction. En plus, les 2, malheureusement, de toute façon, il y avait peu de chance, mais chacun des deux matchs n'aura pas le privilège d'être dans le main event. D'ailleurs, faut arrêter de dire main event hein, pour dire ah oui, celui qui gagne, celui et celle qui gagne le Rumble, ils ont le main event de Mania. Non, non, en fait, non, c'est pas toujours le cas. Et on va cette année, ça va être à 100%, hein, puisqu'aucun des 2 matchs ne fera le main event de Mania. Hein. Et Mania nuit 1 et Mania nuit 2, c'est bouclé, hein, on peut le dire. Donc les 2 je trouve que c'est très plat. Pas grand chose à raconter et les choses ont été dites assez tôt finalement. Et là, on est en train de jouer la montre. Voilà, on est en train de jouer la montre. J'ai même l'impression que la tournée européenne, finalement, alors c'était bien en termes d'ambiance, hein, globalement, à part Glasgow, c'était bien, mais finalement, sur le fond, il n'y avait pas grand chose. Hein. Il s'est pas passé grand chose. Et on est beaucoup passer par quelque chose de répétitif finalement, beaucoup de choses répétitives, et j'ai l'impression qu'en fait on nous réserve les 3 dernières semaines là, qui vont arriver, les retours aux États-Unis pour qu'il se passe peut-être quelque chose. Donc finalement une petite arnaque hein, quand même pour l'Europe. Hein. Je trouve qu'il y a un petit sentiment d'arnaque. On nous montre des choses et en plus on nous dit là je suis à Bruxelles, mais on vous dit non mais si vous voulez voir de l'action en gros je vais peut-être prendre mon petit avion partir du côté de Bologne, tiens. Voilà, et le public il est comme un con là, il est frustré, il dit non mais attendez, moi je suis venu voir de l'action là. Et là l'autre il est en train de me dire je parle de Rollins hein, notamment, l'autre il est en train de me dire qu'il faut aller du côté de Bologne. C'est comme Paul Heyman aussi qui a fait pareil avec Reigns. Qui a fait une petite vanne aussi aux Espagnols pour aller, dit allez, vous prenez votre petit avion pour l'Italie, hein. Voilà, qui est une allusion à Mussolini qui était assez étrange. Bref, et c'est un peu toujours comme ça en fait, beaucoup de choses comme ça où on a l'impression que finalement, ou comme Voldemort aussi qui s'était fait huer parce que il parlait de Londres alors qu'on était à Glasgow, c'était un peu pareil.
Donc il dit bah oui, mais je sais bien que vous auriez aimé que ça se passe ici, hein, la signature de contrat, hein, quand il parle de ça. Bah oui, bah c'est pareil quoi. Donc on nous parle de choses qui vont, on nous fait que du teasing de la promo pour le show d'après. Et l'action, on l'a pas sur place quoi. Et donc on a quand même ce sentiment d'arnaque quoi. Tu payes pour voir de l'action et on te dit non mais en fait faut aller faut changer de pays en fait, aller voir le prochain show si vous voulez en voir et puis ainsi de suite. Et en fait au final on va faire le bilan de cette tournée européenne, on va se dire qu'au finalement à part l'ambiance, bah c'était répétitif, c'était assez creux, il n'y a pas de montée en puissance quoi. Et, euh, et en fait j'ose espérer que dans les 3 dernières semaines qui vont arriver, là on voit que le retour aux États-Unis, alors c'est pas pour demain, hein, demain on sera encore à Londres, mais à partir de SmackDown suivant, on est à Chicago, hein, chez qui vous savez, et là, ça y est quoi, là, faut monter en puissance là. Là, ça y est, vraiment nous donner enfin cette hype et nous donner enfin envie et nous donner au moins cette étincelle et au moins cette odeur de mania que je ne ressens pas, que je ne ressens globalement pas pour l'instant. Et c'est ça qui m'inquiète en fait. Donc on a donc ce deuxième match, toujours du côté, on va dire, du pot de confiture quasiment vide, mais avec cette grande tartine, cette grande biscotte qu'on a comme ça dans les mains et on ne sait pas trop quoi en faire, hein, vu qu'on a très peu de confiture. Et donc, il y a cette deuxième catégorie, donc, ou à l'inverse, donc on a toujours cette grande biscotte, mais là on a beaucoup de confiture, mais le truc c'est que on essaie de jouer la montre et du coup, ça prend trop de temps. En fait, on passe à perdre du temps, en fait, à jouer la montre alors qu'on pouvait aller plus vite. Mais bon, voilà, ils veulent construire ça tranquillement et oui, ils jouent avec nos nerfs. Alors avec le troisième match, c'est l'autre match féminin qui, alors lui pour le coup, n'est pas encore officiel, hein, puisque c'est évidemment du côté de l'autre titre, hein, le titre poids lourd, avec Io Sky qui d'ailleurs, alors ça y est, on peut le dire définitivement, hein, Triple H, ça y est, il s'est lancé en 2025 dans l'opération surprise, l'opération, ça y est, du booking moins prévisible, avec effectivement, pour moi aussi, l'une des grosses surprises de ces débuts d'année, c'est, Io Sky qui a pris le titre à Rhea Ripley avant Mania. Bon, alors j'en parlerai un peu plus lors des pronostics, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais effectivement, c'était assez surprenant. Je l'ai pas vu venir du tout. Je voyais bien un finish pas clean, hein, ou une conservation de Ripley en tout cas, mais je voyais certainement pas une victoire de Sky. Et donc ils se sont pris la tête. Ça c'est un booking prise de tête. Et là on joue la montre. On joue clairement la montre. Là aussi j'aurai l'occasion de redévelopper ça dans les pronostics. Mais alors, la façon dont ils ont fait le triple threat, parce que ça va être un triple threat. Voilà, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le deviner. Le fait de mettre Belair en arbitre spécial pour faire ce rematch entre Sky et Ripley. Évidemment que ça va pas se finir clean, évidemment que Belair va péter un câble ou provoquer un no contest, et du coup on n'en sera pas plus, on n'aura pas avancé d'un iota, et puis finalement Adam Pearce qui d'ailleurs pense avoir pris la bonne décision alors qu'il aurait pu déjà opter pour le triple threat dès le départ, mais bon c'est pas grave. Rhea Ripley qui nous sort le coup du rematch automatique qu'elle a toujours pas eu. Mais ça, c'est évidemment avec la VVE, c'est à géométrie variable, hein, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui empêchait alors Liv Morgan de réclamer un rematch à Rhea Ripley alors quand elle a perdu son titre en début d'année? C'est pareil. Non, bref, c'est comme ça les arrange, hein, c'est quand ça les arrange les rematchs, hein. Bref, voilà, à nouveau une ficelle, une facilité scénaristique, hein. Moi, surtout, bon, ce qui m'embête, c'est la façon dont il porterait les trois femmes, parce que je trouve que il y a pas de cohérence dans l'évolution des personnages. Je pense en premier lieu à Rhea Ripley, qui pourtant, voilà, l'une des top stars d'Euro, même dans le main roster en général, c'est une des filles les plus populaires, grosse babyface, tout ça. Et là, je suis désolé, mais la façon dont elle est portrayée, pour moi, je suis désolé, là je vois une pétasse. Je suis désolé d'employer ce terme, mais c'est une pétasse que je vois, et je vois une huile en puissance là. Je vois pas du tout une face, une fille qui n'arrête pas de chouiner, parce que en plus c'est de sa faute.
parce qu'elle se plaint alors que Belair soit un peu intervenue à soutenir un petit peu Io Sky là, et que ça l'a perturbée, qu'elle avait rien à faire là, ouin ouin ouin. Et puis du coup, bah, je veux dire, si elle dit après, pareil, de façon très arrogante, qui n'était pas dans les habitudes de Rhea, lorsqu'elle est sur la troisième corde et qu'elle s'apprête à porter son Super Riptide là, à Io Sky, elle regarde juste avant Belair en lui disant ouais, on se voit à WrestleMania, et puis elle se fait contrer derrière, et puis elle perd sur un moonsault, voilà. Mais c'était pas la Rhea habituelle, ça, de faire ça, en fait, d'être aussi arrogante, de dire allez, on se voit à WrestleMania, alors qu'elle avait même pas encore gagné son match. C'est pas logique. Et ça m'énervait. Et puis bon, ben, ça, j'ai trouvé que c'était trop, c'était too much ce qu'ils ont fait pour provoquer ce Three-Way, et la réaction de Ripley pour s'en prendre à Belair, alors que c'est surtout de sa faute. Enfin, elle a rien fait que Belair d'extraordinaire. Elle a juste, ouais, elle a tapé dans ses mains, elle a un petit peu soutenu Io Sky à l'extérieur quand elle était, quand elle était à l'extérieur. C'est pas, y a pas non plus, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Et bah là, ça a fait péter un câble à Rhea, et puis elle a perdu derrière. Bon. Ils se sont pris la tête, comme pas possible, et là on joue la montre, on le sent, pour nous amener ce triple threat qui évidemment est cousu de fil blanc, on a bien compris. Lorsqu'on regarde, de toute façon quand on regarde ce qui s'est passé dans le dernier Euro de Glasgow, bah, les trois sont en train de se battre. Donc si ça c'est pas un triple threat, enfin si c'est pas un build-up de triple threat, je sais pas ce que c'est. Donc à la limite, ça sert à rien de nous mettre ce match avec Belair en arbitre spécial, puisqu'on sait déjà qu'on nous amène vers un triple threat. Donc bon, il joue la montre, voilà. Donc Rhea qui passe pour une pétasse, une chouineuse. Donc pour moi, j'aime pas cette évolution de personnage. Une Bianca qui, quand même, mine de rien, a très très vite oublié son histoire avec Naomi, avec Jade, hein, mais surtout avec Naomi. Pourtant, j'avais plutôt bien aimé globalement le segment. Je l'avais trouvé plutôt authentique. Les deux, d'ailleurs, je crois, apparemment, avaient été bien loués backstage. Et je comprends parce que je trouvais plus. Bon, ça n'a pas toujours été bon dans l'acting, hein, notamment Belair, mais là, je l'avais trouvé plutôt juste avec Naomi dans le segment, on va dire, de la fameuse révélation là. Oui, c'est moi qui ai attaqué Jade de la part de Naomi, mais je trouve qu'elle passe vite à autre chose finalement. Bianca, elle va à Raw maintenant, mais oui, bon, je trouve que il n'y a pas assez de profondeur à nouveau d'écriture. Je trouve très dommage qu'il ne se soit pas servi justement de cette histoire pour justement jouer sur le côté un peu plus psychologique de Bianca, et sur le fait qu'elle soit un peu plus perturbée. Pourquoi pas nous faire justement à la place de Jey Uso, même d'avoir fait, pourquoi ne pas avoir fait plutôt à Bianca ce qu'ils sont en train de faire à Jess, c'est-à-dire quelqu'un qui doute en se disant mais en fait est-ce que je peux faire confiance à quiconque dans ce business, quoi, et ce qui pourrait la perturber dans la préparation de son match à Mania. Ils auraient pu partir sur quelque chose un peu comme ça. Malheureusement, on a l'impression qu'ils sont passés à autre chose. En fait, l'histoire avec Naomi, ils l'ont mise complètement de côté. Alors, ils l'ont pas effacé totalement, parce que je me doute bien qu'il y aura des choses après Mania. Ça aussi, on pourra en reparler lors des pronos. Mais c'est pas totalement oublié. Mais en tout cas, dans le build-up, bah oui, ils sont passés à autre chose. C'est ça que je trouve dommage. Et une Bianca aussi, je suis désolé, la signature de contrat, bah je la trouve heel aussi, hein. Je la trouve heel, et ça me fait encore davantage regretter ce que j'avais dit plusieurs fois sur ma chaîne, c'est de ne pas avoir tenté de faire tourner heel Bianca, quoi. Parce que je suis désolé, là, je la vois dans le segment signature avec Io, je la trouve arrogante, quoi. Je la trouve complètement heel, et ça pourrait passer de façon beaucoup plus naturelle, même qu'en tant que babyface, hein. C'est dommage. Alors, on sait jamais, ça va peut-être évoluer, hein. Mais là, pour l'instant, que dalle. Et ouais, je trouve que aussi en termes de personnage, bah, je vois plutôt une huile, hein, c'est comme Rhea en fait. Et on a une Io qui se fait pas respecter, qui est toujours la troisième comme ça, ou la cinquième roue du carrosse, comme on dit, comme on peut le voir sur cette vignette, hein, qui finalement qui résume bien les choses, où elle est en fond d'écran, elle est un peu sur le côté, et on a l'impression que finalement on nous build un Rhea Belair pour Mania, ce qui aurait d'ailleurs pu ou dû peut-être être l'affiche pour ce Mania, même si elle mérite quand même un vrai build-up pour le coup.
Mais voilà, ils ont voulu absolument donner quelque chose à Io, et je pense que c'est mérité, parce que ça aurait été, je trouve, dur de ne pas la mettre au moins sur le titre, alors là on l'a carrément donné, alors là c'est encore mieux, mais en tout cas de ne pas l'avoir mise autour du titre, ça aurait été quand même difficile, je pense, pour elle. Il y avait quand même elle avait fait quand même un gros boulot, donc c'est bien aussi de la remercier pour ça et de la mettre quand même dedans. Mais ouais, il y a ce côté pas respecté, on la mise de côté, on la met de côté, on met la main sur son visage, on la repousse. Bon, elle essaye d'avoir un peu de répondant. Bon, là aussi, bon, c'est pas terrible pour une championne d'être on va dire portrayée comme celle-là, comme ça quoi. Lorsqu'elle était championne à NXT, c'était pas ça quoi, Io Sky, hein, je suis désolé. Et là, bon, bah, je sais pas, on joue aussi peut-être un peu sur le fait elle est moins, soit peut-être un peu moins charismatique, qu'elle soit plus petite, voilà, qu'elle correspond moins peut-être aux standards, je dirais, maintenant qu'on peut avoir au sein du public et des fans US. Donc, bah, c'est pas forcément peut-être le portrait type d'une superstar de la WWE féminine, quoi. Donc, il y a ce côté-là, on la met un peu en underdog, bon, alors que c'est la championne, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Et du coup, on la met un peu sur le bas-côté et on nous met déjà sous les yeux un Biancaria, quoi, bon, qui aura du coup pas lieu à Mania, hein, maintenant c'est sûr. Et on l'aura, bah, j'espère, hein, bientôt, mais bon, on verra quand. Mais il faudra qu'on nous le fasse, mais avec un vrai build-up cette fois-ci. Mais là, oui, je trouve qu'on joue la montre. Tout ça pour un, un aboutissement qu'on connaît tous, quoi. Donc ça sera le triple threat, voilà, c'est tout, quoi. Et voilà, j'aime pas la façon dont les trois même sont portrayés et l'évolution des personnages, quoi, surtout Rhea, que j'aime pas du tout cette évolution de personnage de Rhea. C'est limite, ils veulent pas la faire tourner heel, quoi, c'est ce qui est n'importe quoi. Ils vont pas le faire, je pense pas, hein, elle est trop populaire actuellement, donc je pense pas qu'ils vont le faire, mais on a en tout cas ce build-up en donne l'impression, c'est ça qui me perturbe, quoi. Et on essaye de caser quand même un max de monde parce que c'est Mania, et donc bah, ils ont trouvé cette solution de mettre les trois d'un coup, quoi. Mais il y a un petit côté, ouais, il y a un petit côté Charlotte, Ronda, Becky, on nous a un peu forcé quelqu'un. Bon, ben là, ils se sont un peu pris la tête. Ils se sont un peu pris la tête comme s'ils voulaient vexer personne finalement, bah, pour que les trois soient là, quoi. Voilà, pour pas en mettre une sur le bas côté, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai ce côté-là. Mais on prend son temps et on connaît tous l'aboutissement, mais ça prend un peu trop son temps. Il y a quand même de la confiture, je pense, justement, en stock, mais bah, il l'étale pas tout de suite, donc c'est long, c'est long. Et bah, il y a encore un autre match comme ça dans cette même catégorie, donc il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de confitures justement, mais c'est trop long. C'est Cody Sinha, quoi. Cody Sinha, je suis désolé, c'est long et ça avance pas beaucoup. Et les promos de Sinha, elles sont pas mauvaises en soi. Ça a fait un boucan pas possible à Bruxelles. C'était assez impactant, ça c'est sûr. Mais je suis désolé, pour l'instant, j'ai envie de me dire, alors sur ce match-là, et comme le dernier dont je parlerai, j'ai envie d'être un petit peu plus optimiste et confiant en me disant qu'il y a encore des choses à raconter, il y a encore de la confiture à mettre sur la biscotte et que au final on aura ce qu'on veut et ce qu'on attend. Mais je trouve que quand même on est à 4 semaines sur 7 maintenant, depuis le Chamber. Il serait temps maintenant d'avancer. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que, de ce que j'ai pu voir, c'est demain, ce sera déjà la dernière apparition de John Cena avant Mania. C'est incroyable, quoi. Le 31 mars, ça sera déjà fini. On ne verra plus Cena avant Mania, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore un dernier face-off, du coup, avec Cody. Mais ce qui veut dire que bah, il n'y a plus qu'un seul show pour nous convaincre. Et surtout nous donner d'autres éléments, parce que surtout ce que les fans attendent, c'est surtout pourquoi est-ce qu'il a rejoint le Rock, parce que jamais le nom du Rock n'a été prononcé dans les promos de Cena depuis le début, et c'est surtout ça qui interroge les fans, et on se demande effectivement pourquoi, même si c'est plus secondaire, le nom de Travis Scott n'a pas été non plus cité. Bref, il parle de tout sauf du Rock, sauf de Travis Scott et de tout ce qu'il a fait finalement à la fin du Chamber à Cody. On ne sait toujours pas finalement pourquoi il a fait tout ça. Et en fait, le build-up, ce qui m'embête, c'est qu'on a l'impression d'avoir un build-up qui tourne finalement plus autour d'une feud entre Cena et les fans,
plutôt une feud entre Cena et Cody, quoi. On a l'impression que là, le match, c'est Cena versus les fans. Voilà, parce qu'il a pas arrêté de nous expliquer pourquoi, pourquoi il s'est finalement retourné plus contre les fans finalement que plus que contre Cody. Il a parlé de plein de choses, mais je suis désolé, les promos étaient pas mauvaises. Ça changeait un peu effectivement d'avoir un Cena comme ça. C'est certainement plus intéressant d'avoir un build comme ça plutôt qu'avoir deux babyface qui se regardent dans le blanc des yeux, ça c'est sûr et certain. Et j'avais peur de voir ça avant le Chamber, et heureusement, au moins ce retournement de situation qui a fait qu'on n'aura pas ça. Mais là aussi, j'ai trouvé que c'était assez répétitif, hein, les deux segments de Bruxelles et de Glasgow, c'était assez répétitif, hein, ce qu'ils se sont dit avec Cody. Alors Cody est over, ça c'est très bien, gros babyface, ça y a pas de souci, mais on se dit un peu les mêmes choses et ça n'avance pas. Et là aussi, je trouve qu'on joue la montre en fait. Et j'espère, vu qu'on ne verra plus Cody après, on ne verra plus Cena après, pardon. J'espère qu'il y aura au moins peut-être le Rock pour prendre le relais, quoi. Et peut-être que ce soit lui qui nous explique les agissements de Cena. Mais là, pour moi, le build-up est incomplet. Au moins, j'ai envie donc de rester optimiste sur ce match-là et puis sur celui dont je parlerai après, parce que il reste 3 semaines et je pense qu'il y a encore des choses à nous expliquer. On sent qu'ils veulent y aller pas à pas, et parce qu'ils nous ont pas tout révélé, parce qu'on attend des choses, on attend des révélations, on attend des annonces, et ce match fait partie de cela. On attend des choses, et moi j'attends des explications, et pour l'instant je les ai pas. Je suis frustré. Et pour moi, je suis désolé, les promos de Cena, même si elles sont pas mauvaises en soi, je trouve qu'elles sont, c'est du hors sujet. Je suis désolé, c'est du hors sujet. C'est pas ce que j'attends, c'est pas les explications que j'attends. C'est bien de nous expliquer pourquoi il est en colère contre le public et qu'il en a marre et qu'il les renvoie. Hein, il les largue comme si c'était sa girlfriend. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Et puis je veux voir beaucoup plus de tension avec Cody, qu'on nous vende plus quelque chose autour de Cody, quoi. C'est le match, non? C'est le main event de la nuit 2 là, qu'on nous vend, là. C'est le match le plus important de toute manière. Alors, montez en puissance, mais faites quelque chose qui nous donne envie de voir le match. Là, c'est pas assez, je suis désolé. Et pour l'instant, non, je suis frustré, je suis déçu. Et c'est pas ce que je veux. Et il manque encore des éléments qui vont me faire passer à un niveau de hype supérieur, quoi. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. J'ai encore un peu d'espoir, parce qu'il reste 3 semaines, mais il faut vraiment que ça... Là, demain, c'est la dernière apparition de Cena, donc avant Mania, donc il faut absolument qu'il se passe quelque chose, et qu'on ne nous refasse pas qu'il ne fasse pas une redite de Bruxelles et de Glasgow, quoi. On veut quelque chose de plus, avec des nouvelles choses. On veut que le nom du Rock soit prononcé, par exemple. Voilà, et ça, c'est le grand manque. C'est le grand manque, pour l'instant, dans ce build-up, que je trouve donc très décevant, et pour l'instant, incomplet. Et inachevé même. Donc on refera le bilan bien sûr au moment des pronostics, mais j'espère qu'il va se passer quelque chose d'ici 15 jours quand je vous ferai la vidéo prono. Et donc le dernier match dont j'ai envie de parler, et qui est donc dans la même catégorie, c'est évidemment le triple threat qu'on attendait tous et qu'on voyait tous venir, entre Voldemort, Roman Reigns et Seth Rollins, où là aussi il y a de la confiture, à ne plus savoir qu'en faire. C'est même, je pense, le match pour lequel il y a le plus de confiture, puisqu'il y en a de partout, puisque chacun des trois, vous prenez la combinaison des trois, je dirais des trois duos qu'on peut constituer avec ces trois hommes, ils ont tous des histoires reliées, quoi, que ce soit évidemment Reigns et Rollins, avec toute l'histoire du Shield, évidemment, c'est très facile à raconter. La feud évidemment actuelle entre Rollins et Voldemort, qui n'est pas terminée, et qui est assez sauvage, et puis qui date pas d'hier. On avait vu déjà évidemment la réaction folle de Rollins lorsque Voldemort a fait son retour au Survivor Series en 2023. Et il y avait déjà eu beaucoup de mots échangés, même lorsqu'il était parti de la WWE, Voldemort. Rollins a vu des mots déjà. Enfin bref, on sent que on sent qu'il y a quelque chose qui va au-delà du catch même, c'est même très personnel, et notamment la haine de Rollins envers lui. Donc il y a des choses qui se racontent, et la feud est actuelle et elle n'est pas terminée, parce que forcément je pense que
Voldemort ayant battu Rollins lors de Raw de Netflix, Rollins ayant battu Voldemort, si on peut dire, dans le Steel Cage match. Bon, c'était un peu particulier, mais il a quand même gagné, mais sur l'intervention de Reigns. Et donc, je parle du troisième duo, du coup, c'est Reigns-Voldemort, ou Reigns-Voldemort, il y a eu évidemment cette association un peu tendue, mais qui a eu lieu quand même pour les Wargames. Voldemort a contribué à la victoire de la Bloodline Originals pour battre la nouvelle Bloodline. Donc Paul Heyman lui doit une faveur, on en est là, on la connaît pas encore, et là à nouveau on joue la montre. C'est pour ça que j'ai encore envie d'y croire, parce qu'on continue à nous mettre un petit bout de confiture donc ici par là, et puis on aura, j'espère, une tartine bien remplie dans 3 semaines, quoi. Parce que là, oui, ça y est, ça sera main event de Mania, donc du coup la nuit 1, quoi. Ça y est, c'est officiel, un peu d'émotion pour Voldemort avec machin, voilà. Ok, c'est très bien, on s'en doutait. Mais maintenant, il clôture en disant, ouais, mais c'est toujours pas la faveur que j'ai demandé, quoi. Bon, de toute façon, moi je m'en doutais. Pour moi, il nous l'a dit depuis le début. Lui, il veut le titre. Donc, pour moi, sa faveur, elle doit tourner autour du titre. Au-delà d'un simple match dans le main event de Mania. Je pense que c'est lié au titre. Alors, on reste à savoir lequel, mais bon, je pense que ça serait plus le titre actuel de Cody. Mais en tout cas, pour moi, ça doit tourner autour du titre, cette faveur. Mais à nouveau, on n'y va pas à pas. Ça prend son temps. On a un Roman Reigns qui est là par intermittence, donc je trouve que ça aide pas. Voldemort, il fait ses promos, voilà, il essaie de vendre le truc du mieux possible. Rollins, il fait pareil, un peu aussi. Pareil, quand il a fait sa petite promo pour ne rien dire, où il avait fait pareil, il avait dit j'ai entendu dire qu'il allait avoir Voldemort et Reigns là à SmackDown. Si j'allais prendre mon petit avion et aller voir là-bas ce qui s'y passe, quoi. Et là, t'as un public qui est là comme un con. Ah oui, donc t'es juste là pour nous dire ça, mais par contre là tu nous offres rien, quoi. Voilà, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est une arnaque, une arnaque pure et simple, et on brasse de l'air, on joue la montre, et il ne se passe rien. Et je suis désolé, cette baston qu'on est en train de voir à l'écran, c'est fait tout de suite, quoi. C'était Voldemort arrive, il y a eu 2-3 mots entre Reigns et Rollins par rapport au Shield, bon voilà, très bien, intéressant, mais t'as l'autre qui arrive au troisième larron, qui balance juste sa petite punchline avec Paul Heyman là. Ah, merci de m'avoir livré Reigns sur un plateau d'argent. Et puis hop, il attaque. Ok, ok. Du calme, voilà, le segment baston, c'est Triple H, donc il nous en faut un chaque semaine. Voilà, c'est sa lubie. Donc sinon il est pas bien. Triple H, il a pas sa petite baston hebdomadaire. Et donc voilà. Mais il y a rien, il y a pas eu de mots échangés. Et là, j'étais frustré. Je me dis bon, c'est un peu court, jeune homme, quoi. On pourrait dire bien des choses en somme, quoi. Enfin, là, franchement, il y avait quand même de quoi faire. Énormément de confiture, à nouveau, j'en reviens là-dessus. Et là, on nous fait la baston facile. Frustration, je suis désolé. Et là, il y a une baston, quoi. Donc, il y a eu un petit peu plus de choses dites lors du dernier SmackDown, mais à nouveau, 2-3 éléments par rapport au Shield. Une phrase que j'ai même pas comprise d'ailleurs, j'ai encore vérifié, je comprends pas pourquoi Voldemort n'arrête pas de répéter que il faut toujours que Reigns ou Rollins ait besoin de l'aide de l'autre pour le battre, parce que sinon ils sont incapables de le battre comme ça par eux-mêmes. Sauf que alors je comprends l'idée par rapport au Steel Cage match, puisqu'effectivement Rollins l'a battu dans le Steel Cage match, mais parce que Reigns est intervenu pour le tirer hors de la cage. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il veut dire pour rapport à Reigns. Je suis désolé, j'ai vérifié sur Cage Match. Il y a un seul match entre Voldemort et Reigns. C'était en 2014 à Raw. Et effectivement, Reigns avait battu Voldemort, mais il y avait le Shield à l'époque. Mais je suis désolé, j'ai revu les images. Rollins, effectivement, elle était à l'extérieur, mais je suis désolé, celui qui a distrait Voldemort et qui a permis à Reigns de s'imposer, c'était Dean Ambrose. Ce n'était pas Seth Rollins, donc du coup, je ne comprends pas cette phrase. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Pour que chacun avait besoin de l'aide de l'autre pour le battre, quoi. Bon, bref, voilà. Bon, personne ne va le dire, mais bon, moi je le dis, j'ai vérifié, donc... Puis d'ailleurs, ça a débouché sur un segment assez bizarre avec... il y avait les New Age Outlaws, et puis il y avait Jake the Snake Roberts qui est arrivé avec son serpent. Bon, c'était un Raw spécial old school. À l'époque, on faisait des Raw old school encore. Bref,
Ça, c'était pour le petit rappel historique. Mais je trouve qu'on prend un peu trop son temps. Et on nous fait un cliffhanger qui n'en est pas vraiment un, parce que pour moi, c'était pas uniquement l'histoire de main event, de Mania. Enfin, oui, c'était une partie, mais pour moi, sa faveur, elle est au-delà. Et pour moi, c'était surtout le titre. Donc, j'étais pas tombé des nues quand j'ai vu ça à la fin de SmackDown. Oh là, il nous dit que voilà, c'était pas sa vraie faveur. Demandez. Oh, mais que va-t-il se passer? Oh là là. Bah non, bah oui, on sait très bien que c'est pas ça. Enfin, c'est pas que ça, quoi. Donc, bah voilà, donc. Et oui, il y a ce côté aussi que beaucoup de fans reprochent, et je suis d'accord, bah, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Un triple threat, je suis comme ça, à Mania, avec autant de star power, ça se doit d'avoir un enjeu, quoi, quelque chose, une carotte. Et là, on n'a pas la carotte, et c'est ça qui est frustrant. Et là, j'ai envie encore de rester dans la catégorie des optimistes, comme le match précédent, en me disant qu'il reste 3 semaines et que c'est pas terminé, et que pour l'instant, on est toujours en train de nous raconter l'histoire morceau par morceau. Jusqu'à donc remplir la biscotte, parce que là, pour l'instant, il nous manque encore des éléments, on n'a pas la stipulation, on n'a pas la faveur, et si cela doit être un match de championnat pour le vainqueur, moi j'espère que ça sera pas, le but ça sera pas de s'infiltrer dans le match de la nuit 2 entre Cena et Cody, alors que bon, il n'y a pas besoin de ça. Je pense qu'il faut rester entre Cena et Cody, parce que c'est ça l'histoire, c'est entre les deux. Le build-up il est entre les deux, donc n'insérez pas un troisième larron dans le match. Pour moi, c'est pas bon, c'est pas une bonne idée. Et en même temps, si vous en faites un triple threat match enfin, si vous en faites un number one contender match pour le titre, en quoi cette faveur serait particulièrement favorable à Voldemort, puisque ce serait une faveur finalement qui serait accordée aux 3 hommes à la fois. Ce serait un cadeau pour les 3 à la fois. Donc je vois pas en quoi ce serait une bonne idée comme faveur si c'était ça. Donc j'attends quand même quelque chose de plus personnel, qui touche plus personnellement Voldemort, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Si c'est pour donner un title shot au vainqueur du match, bah du coup les trois sont avantagés finalement. C'est un cadeau pour les 3, et pas particulièrement pour Voldemort. Donc j'attends quelque chose quand même de plus personnel. Donc c'est encore, je pense qu'il y a évidemment le matériel, il y a le star power, c'est une très belle affiche pour Mania, c'est probablement le triple threat le plus vendeur de Mania, peut-être de l'histoire. Ça rappelle un petit côté Edge, Bryan et Reigns, hein, de Mania 37, hein, il y a un petit peu ça au niveau star power, mais je pense qu'on n'a pas eu ça depuis. Là, on a un gros niveau aussi en termes de star power, avec un résultat qui va être très indécis, et un pronostic qui va être infernal à faire d'ailleurs, hein. On en reparlera dans 2 semaines, mais en tout cas, j'espère qu'on aura d'autres éléments qui vont nous donner envie de voir le match, parce que je sens qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. On est vraiment à ça, à pas grand-chose pour avoir quelque chose qui nous donne vraiment envie et qui a vraiment une odeur de Mania, parce que l'odeur, on la sent un petit peu, elle est perceptible. Les 3 ont comme je vous disais tout à l'heure, les 3 ont des liens, ont des histoires. Donc en soi, le match, le triple threat, il fait sens, mais il manque encore des éléments. Il me manque surtout du contenu en termes de promo, alors que les 3 ont de quoi raconter des choses, et c'est un peu frustrant de ne pas nous raconter grand chose, et puis faire surtout comme on a vu à SmackDown, un segment qui a passé, les entrées qui ont pris trop de temps, ce qui fait qu'on a une fin assez abrupte, hein. Vous avez vu SmackDown, ça s'est fini sur la dernière phrase de Voldemort, et puis hop, terminé. Donc je pense qu'ils ont un problème de temps. Et du coup, c'est frustrant. Donc il faut leur laisser plus de temps pour les promos, parce que c'est dommage. Il restait 20 minutes de show en plus quand le segment a commencé. Il restait 20 minutes. Et ils n'ont pas été foutus de faire un segment avec du contenu, suffisamment de contenu, alors qu'il y a tellement de choses à raconter. Et Reigns, à mon avis, qui ne sera pas présent chaque semaine. Donc, il va falloir nous raconter des choses. Et surtout, faire avancer la relation ambiguë entre Paul Heyman, Voldemort, Reigns. Voilà, il y a aussi Paul Heyman qui est un élément central, qu'il va falloir aussi nous raconter. Donc, il faut aussi faire avancer ça et nous donner de la hype. On n'est pas à grand-chose, hein, franchement, mais c'est pas le match sur lequel j'ai le plus de sel à l'heure actuelle. Je suis par rapport aux 3 premiers dont j'ai parlé, mais pour moi ça nourrit pas encore son homme. Voilà, je suis encore sur quelque chose d'inachevé, un petit goût d'inachevé. Et bon, heureusement, ça tombe bien, le build-up est pas achevé, donc j'ai encore envie d'y croire, comme le Cena Cody
mais il nous faut passer la vitesse supérieure parce que c'est pas encore assez. Voilà, en gros, voilà, je parlais des matchs principaux qui ont été officialisés, ou presque, hein, parce qu'il reste encore l'histoire des femmes du côté d'Euro, mais bon, ça va probablement se finir en freeway. Voilà, et puis Orton Owen, je le mets de côté parce que c'est pas trop le match sur lequel j'ai envie de taper. Mais on est quand même sur des matchs qui sont prestigieux, des matchs quand même avec des gros enjeux, et du coup, enfin des gros enjeux, j'espère qu'il y en aura un pour le triple threat, hein, sinon je serais déçu si on termine sur 0 enjeu. J'espère que la faveur permettra de l'avoir cet enjeu, on verra. Mais voilà, il faut passer à la vitesse supérieure, nous donner envie, parce que c'est pas un build-up de Mania pour l'instant qui me satisfait, et c'est pour ça que je parle d'un échec, quoi, les raisons d'un échec. Et puis voilà, et puis il y a tous les matchs qu'on nous a pas encore officialisés. Il y aura, je pense, malheureusement des constructions qui vont être assez bancales, assez légères, j'espère qu'on va avoir quand même une montée en puissance. Il reste 3 semaines, c'est peu et beaucoup à la fois, on va dire, mais il y a encore des choses à améliorer, là, largement. J'espère au moins que j'aurai des choses plus intéressantes et plus positives à dire dans 2 semaines. Voilà. Bon, voilà, c'est un morceau 4 qui est plus court que d'habitude, hein, puisque j'arrive déjà à la conclusion, hein, puisque là, il n'y a pas de pronostic à faire, donc c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, hein, pour un morceau catch. Et on va conclure par le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés. Donc c'était une période assez longue, hein, puisque là on était quand même sur la période qui s'est étalée entre le 23 février et aujourd'hui, le 30 mars, donc plus d'un mois. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, puisqu'on arrive sur la fin du mois de mars. Donc je pense que c'était le bon moment pour faire le bilan du mois de mars et des matchs que j'ai préférés. Alors il y en a eu beaucoup, évidemment, c'est toujours pareil, avec beaucoup de suppression à faire, hein. Il y en a qui sont pas passés loin, qui ont été supprimés au fil de l'eau. Je pense à Kamitani contre Nakano, qui était un loser Live Stardom, bon, qui finalement n'en a pas été un. Ça, c'était quand même une grosse arnaque, hein. On nous vend une énorme stipu qui finalement va donner que dalle, puisqu'on aura un vrai match cette fois-ci avec la carrière des deux en jeu. Bon, le 27 avril, ça... J'espère que j'en reparlerai dans un prochain top 5. El Desperado contre Akira, ça c'était très bien. Encore la Stardom avec Hanan et Sayaida contre Meisera et Suzuki, c'était très bien aussi comme match tag. Kenny Omega contre Takeshita, c'était à Révolution, c'était un des très bons matchs de Révolution. Aigle Blanc même, voilà, du côté de la VXV au CSK Gold, notre français Aigle Blanc qui avait affronté Leon Slater. C'était un match très cool aussi. Et puis du côté aussi de la Dragon Gate entre Casey et Yamato, il y avait aussi un bon petit match ce jour-là. Voilà, ça c'est des matchs qui ont été virtuellement dans le top 5 et puis qui sont redescendus petit à petit. Mais donc on va commencer, donc voilà, on parle le vrai top 5, cette fois-ci le numéro 5 de ce classement. Et il s'agit de Kyle Fletcher contre Will Ospreay. C'était l'heure de AEW Revolution le 9 mars. 4,5 pour la note, donc il s'agissait d'un Steel Cage match, hein, et ça fait déjà la 4e fois que ces deux-là s'affrontent à l'AEW. Ospreay menant 2-1 hein, dans leur confrontation directe. L'occasion sans doute de clôturer la rivalité donc entre ces deux anciens amis de l'United Empire du côté de la New Japan, hein, jusqu'au jour où Fletcher avait trahi Ospreay et rejoint la Don Callis Family. Avant même le début du match, le visuel est déjà magnifique, hein, avec les deux gladiateurs chacun debout au sommet de la cage sur deux coins opposés. L'image est saisissante et on sent déjà que l'on va assister à un grand match. Péché mignon alors de l'AEW, Ospreay va vite saigner en début de match et ce sera ensuite au tour de Fletcher. Les deux arrivent à se sublimer et à enchaîner des prises incroyables. C'est alors que Mark Davis va venir, hein, ancien ami d'Ospreay et partenaire de Fletcher dans l'équipe des OC Open et dans la Don Callis Family, mais qui a aussi montré dernièrement quelques réticences, hein, à appuyer sur la gâchette lorsqu'il le fallait. Un sac de sport contenant notamment une batte barbelée sera apporté par Davis, hein, ce qui va faire monter le match en intensité. Fletcher demandera la pitié d'Ospreay en revêtant le brassard de l'United Empire, en faisant le signe du clan, comme au bon vieux temps. Doigt d'honneur d'Ospreay, suivi d'un low blow de Fletcher, très fier de ce qu'il vient de faire. Fletcher essuie son sang avec son brassard et le glisse dans la bouche d'Ospreay. Sacré storytelling au milieu de cette barbarie. Ça ne sera pas la dernière intervention de Mark Davis par ailleurs. Je n'en dirai pas plus. L'oscutter d'Ospreay depuis le milieu de la cage était superbe, mais kick-out de Fletcher. Le fameux tournevis de Don Callis sera aussi de la partie. Un brainbuster sauvage sur une chaise débouchera sur un très beau near fall d'Ospreay.
Et la violence n'est pas terminée puisque des punaises seront ensuite déversées sur le ring par Fletcher. Ça se retournera ensuite contre lui puisqu'il subira un Styles Clash dévastateur directement sur les punaises. Mais il s'en dégagera tout de même à 2,9. Un duel sans merci aura alors lieu au sommet de la cage. Ospreay allant de son coup de tournevis sur le front de Fletcher, non sans une petite discussion au préalable avec son adversaire afin de bien réussir le spot du mieux possible. Ospreay réalisera alors un terrifiant Spanish Fly depuis le sommet de la cage. La dernière séquence du match est du pur storytelling et m'a paru très bonne pour conclure cette rivalité. Storytelling, violence, drama, prise de risque. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match qui en fait un énorme combat qui comptera certainement à la fin de l'année au moment des prix honorifiques. L'excès de sang quand même pourra, comme souvent à l'EW malheureusement, être reproché, tout comme la surenchère de spot et la durée du match aussi qui était quand même pas loin d'une demi-heure. Mais on ne peut quand même qu'applaudir ces deux hommes pour ce qu'ils viennent de nous proposer. Une guerre absolue et sans merci qui aurait fait autant honneur aux vainqueurs qu'aux perdants. Et je donne donc un 4,5 pour ce très gros match qu'il faut quand même avoir vu. À nouveau, il ne faut quand même pas être trop sensible parce qu'effectivement, c'est assez violent, mine de rien. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Fuminori Abe et Takuya Nomura contre Mao et Toi. Du côté de la DDT lors du show Judgment 2025, le 28e anniversaire, le 20 mars, 4,5 pour la note. C'est un match qui comptait pour les KOD Tag Team Championships détenus par 37 Kamina, Mao et Toi, depuis fin décembre. Et les astronautes, donc leurs adversaires, composés de Fuminori Abe et Takuya Nomura. Un match tag vraiment à couper le souffle entre 4 super poids moyens. C'est surtout le rythme qui m'a marqué dans ce combat. Ça va vraiment à 100 à l'heure et ça ne s'essouffle jamais. Les spots sont spectaculaires et les deux équipes ont une très belle alchimie. Il y a un côté grand frère, petit frère entre Mao et Toi qui peut être touchant par moments. Un spot étonnant survient lorsque Toi frappe son partenaire par erreur en pensant frapper l'un de ses adversaires après s'être fait attaquer à 2 contre 1. Mao lui remet alors les idées en place avec un coup de boule et c'est reparti comme en 40. Abe est impressionnant au niveau de sa technique, multipliant notamment les octopus stretch pour faire plier ses adversaires en deux. C'est en tout cas un candidat très sérieux, même au titre honorifique de match tag de l'année. Et je pense même que pour le moment, c'est le meilleur match de tag que j'ai vu cette année. En plus, comme souvent à la DDT, il y a eu aussi la petite touche d'humour qui allait avec, en plus de la qualité in-ring qui était proposée. Bref, un cocktail parfait, 16 minutes parfaitement utilisées. Le Korakuen Hall a encore vécu là un grand moment de pourreau. 4,5 pour ce superbe moment, chaudement recommandé. On passe maintenant au numéro 3 de ces classements. Il s'agit de Rina contre Starlight Kid. C'était lors du show Stardom Path of Thunder le 24 février, 4,5 pour la note. C'est un match qui comptait pour le titre Wonder of Stardom, détenu par Starlight Kid depuis fin décembre. Nous étions dans le main event de ce show, se déroulant dans une petite arène, avec seulement 896 personnes présentes exactement, mais qui se sont montrées fort bruyantes toute la durée de ce banger. Un match forcément particulier pour Ina, vu que sa sœur Ina venait tout juste de prendre le titre Future of Stardom durant le même show, et qu'en plus, ce show se tient chez elle, à Utsunomiya. Rina n'a que 18 ans, elle est encore un peu green et c'est normal, mais elle aura réalisé de sacrées prouesses dans ce match face à une Ferrari comme Starlight Kid qu'on ne présente plus et qui, comme d'habitude, aura réalisé un travail remarquable à la jambe droite de son adversaire afin de préparer son stretch muffler dévastateur. Beaucoup d'hommages rendus par Rina à Nakamura, son mentor. C'est probablement l'une des meilleures perfs de la jeune carrière de Rina à laquelle on a assisté ici. Elle a montré des progrès et beaucoup de caractère et d'intensité et un formidable travail donc de Starlight Kid qui a parfaitement su mener les débats et tirer sa jeune adversaire vers le haut. De jolis nearfall frissons, du drama et du suspense. Rina, malgré son statut de heel, a beaucoup été soutenue par le public. Un match qui a établi clairement Rina comme une future star de la compagnie. Très belle narration, de super moves, du suspense. Bref, un magnifique match de Joshi à voir absolument et qui lui vaut cette très belle note de 4 étoiles et demie. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit de Sari contre Syuri. C'était lors du show Sari ISM Chapter 7 le 10 mars. 4,5 pour la note. Un vrai dream match que j'avais hâte de voir entre deux Joshi qu'on ne présente plus. Et on n'a pas été déçus. Les deux gladiatrices s'en sont données à cœur joie durant les 30 minutes qu'auront duré ce combat. Elles se sont envoyées sur la gueule du début à la fin, sans oublier de faire un tour par les gradins. Sari se sera particulièrement concentré sur la jambe de Syuri,
Tandis que Syuri aura surtout travaillé les bras de Sari à base de Juji Gatame, de Disarmer, de Kimura Lock ou de Fujiwara Armbar. Les clés de jambes de Sari, quant à elles, sont vraiment impressionnantes à voir. Un combat ultra intense, des coups d'avant-bras impactants, des coups de pied de la part de Syuri dévastateurs et des souplexes de la part de Sari toujours aussi folles, avec la nuque de Syuri qui prenait cher à chaque réception. L'alchimie entre les deux est folle et les enchaînements sont pleins de fluidité. Le match ayant un time limit, du coup plus le temps passait et plus la dramaturgie montait, et avec un public particulièrement sonore durant ce combat. On pourrait reprocher le fait que la jambe ciblée par Sari ait été délaissée pendant un long moment avant qu'elle ne la retravaille, tout comme le fait que Syuri ne la vende pas forcément très bien. En tout cas, malgré cette critique et une durée de match peut-être un peu longue, ce combat est déjà candidat au titre de match féminin de l'année, ça c'est une évidence. Ce combat est prodigieux, il n'y a aucun temps mort et c'est juste une pure lutte acharnée qui, je l'espère, appellera un rematch. Sari continue sur sa lancée, elle qui était déjà de loin la meilleure catcheuse du monde en 2024. 4,5 donc pour cet excellent combat ultra recommandé. Et on va terminer ce top 5 et cette vidéo par le numéro 1 de ce classement, et c'est même une surprise, il s'agit de El Desperado contre Yun Kasai contre Masahi Takeda. C'était dans le show New Japan Barb Sasaki Referring Life 25th Anniversary Crazy Faced le 10 mars. Et j'ai donné la note de 4 étoiles 75 à ce match. Et oui, c'est une surprise parce que il est rarissime que je parle de deathmatch sur ma chaîne, mais je ne pouvais pas ne pas mettre à l'honneur cet ovni qui a pris la place une fois de plus, au Korakuen Hall, dans une salle pleine à craquer. 1600 personnes étaient là pour faire un magnifique accueil à ces trois tarés, parce que c'est le terme. Rien que les entrées valent le coup d'œil, ça a une super ambiance. On a donc ici El Desperado, qui est quand même l'actuel champion IWGP Junior Heavyweight du côté de la New Japan, et deux hommes encore plus tarés que lui, Yun Kasai et Masahi Takeda, deux catcheurs hardcore, ultra expérimentés, et il suffit de regarder leur corps pour se rendre compte à quel point ils l'ont mis à rude épreuve durant toute leur carrière. Ils sont mutilés de partout, il y a des cicatrices, c'est vraiment impressionnant. Tous les accessoires ou presque du deathmatch sont présents, les néons, les chaises, les barbelés, les vitres, les baguettes, et qu'il faut mettre évidemment, qu'il faut planter sur la tête de son adversaire, et même une planche à fourchette, voilà, rien que ça. Ce match, c'est juste une énorme boucherie. Il est évident que si vous n'aimez pas la vue du sang, vous devez fuir absolument ce match. En revanche, si vous aimez le catch barbare, vous allez avoir tout ce que vous êtes en droit d'attendre, et même au-delà, car mis à part cette destruction et la perte de quelques mois d'espérance de vie pour chacun des trois hommes, on a eu aussi droit à du bon catch par-ci par-là, avec plusieurs near falls et de belles prises réalisées, mine de rien. Les spots sont tarés, le ring est rapidement souillé par le sang, les bouts de néon explosés et les morceaux de verre. Les corps sont mutilés, rouge écarlate, même le masque d'El Desperado y passera, passant les trois quarts du match à visage découvert, si ce n'est camouflé par son propre sang. Le public adore ce qu'il voit, et plus le temps passe, paradoxalement, plus cette boucherie devient fun à regarder, et l'on se prend au jeu en même temps que le public. Ce match est complètement fou, et à l'arrivée, j'ai juste à dire merci à ces trois hommes de nous avoir autant divertis en ayant pris autant de risques. Je n'ai pas vu énormément de deathmatch dans le passé, je l'avoue, mais personnellement, je pense que c'est le meilleur deathmatch que j'ai pu voir dans ma vie. Voilà, rien que ça. 4 étoiles 75 pour vraiment cet ovni. C'est une note très élevée, mais amplement méritée. C'était vraiment génial. Voilà, vraiment tout simplement, vraiment génial. Autant, voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour le Steel Cage match, la EW utilise beaucoup trop le sang de façon facile et rapide, même dès le début des matchs, et pas forcément quand il le faut. Et là, c'est un deathmatch, donc forcément du sang on s'y attend. Donc c'est pas la même chose. Là je peux pas critiquer ça puisque c'est un deathmatch. Donc alors que parfois le W, il faut qu'il fasse attention quand même à pas toujours aller dans la surenchère. Et puis on l'a encore vu avec ce spot aussi avec Copeland, avec ces pics dans le dos de Jon Moxley aussi qui ont beaucoup fait parler. Voilà, ça c'est toujours l'un de leurs péchés mignons. Mais voilà, là faut aimer le sang, ça c'est sûr, parce que là c'était une vraie boucherie, mais j'ai trouvé ça vraiment fun, et c'est vraiment un numéro 1 surprise, peut-être même la plus grosse surprise de tous mes top 5. Pour ce 40e numéro, ça tombe bien, j'ai pas fait exprès, mais en tout cas voilà, il faut voir ce match. Voilà, j'en ai terminé avec ce top 5, avec cette vidéo un peu particulière.
Ça reste un morceau catch, hein, mais il n'y avait pas de pronostic de pay-per-view, donc j'ai voulu parler un peu d'autre chose. Et voilà, c'était l'occasion de parler des premières semaines de build-up de Mania après le Chamber, et de faire évidemment un top 5. Du coup, si on fait le calcul, 40 x 5, 200, j'aurais finalement fait la review de 200 matchs déjà. Le temps passe vite, mais ça me fait plaisir de parler d'autres compagnies que de la VVE, de tout ce qui peut se faire ailleurs dans le monde. Et comme vous pouvez le voir, il y a toujours des pépites à voir dans les autres compagnies. Voilà, et comme je l'indique sur ma vignette, le prochain rendez-vous, ça va arriver vite, c'est dans 2 semaines, le 13 avril. Et là, évidemment, ce sera la grosse vidéo. Les pronostics de Mania 41, 100%, 100% dédié à ces pronostics. Donc, ça ne sera pas un morceau catch, ce sera vraiment une vidéo prono. Évidemment, beaucoup de choses à dire. J'espère des choses plus réjouissantes sur les 3 dernières semaines de build-up. On espère. Et puis avec une hype qui sera poussée au maximum. Je l'espère. Et puis les dernières interrogations qui seront levées, notamment sur les gros matchs là dont j'ai parlé, les 2 derniers matchs dont j'ai parlé. J'espère qu'il va y avoir les éléments qui me manquent pour l'instant pour me dire que le build-up est finalement réussi sur ces matchs-là. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche, de bien vous porter et continuez à regarder du catch, évidemment, ça c'est le plus important. Portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas et plus que jamais, vive le catch. Et cero miedo. Ciao à tous.